Madame, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Tout est toujours le réel plaisir de vous avoir dans le cadre de Regard sur les communautaires. Tous les mercredis, espace 20h30, 22h pour ceux qui sont en Afrique centrale et 19h30, 21h30, temps universel. Vous nous regardez forcément depuis le monde entier. Nous sommes entièrement satisfaits de vous avoir comme téléspectateurs. Et d'ailleurs, on vous informe que désormais, sur le bouquet StarTime, vous pourrez avoir Dash News sur son canal 792, pour ceux qui veulent également. Le signal de Dash News est bel et bien sur le canal 792. Merci donc de nous faire confiance et de la renouveler tous les jours, et surtout quand il s'agit de regards sur les communes. Une thématique nous intéresse ce soir. Nous parlons des journées citoyennes de propriété. Nous y revenons sur ce thème parce que nous estimons que les gens n'ont pas encore compris effectivement l'impact de cette affaire-là. On ne voit pas l'impact de cette affaire-là. Les gens ne comprennent pas les enjeux qui doivent y être derrière. Il faudra peut-être insister pour que les populations puissent davantage comprendre et se mettre en branle. Journée citoyenne de propriété, enjeux et impact. Pour ce faire, nous avons invité sur ce plateau deux experts en la matière d'ailleurs. Vous allez les découvrir. Nous commençons par le tout nouveau. Il est à mon extrême gauche. Germain Elongue Djeka, ingénieur QHSF, entendez qualité, hygiène, santé, sécurité et environnement, universitaire, expert en consultant et formateur. Germain, bonsoir et merci de nous retrouver ce soir sur ce plateau. Bonsoir Raoul, bonsoir chers panélistes, bonsoir aux millions de téléspectateurs de d'HTV. C'est un réel plaisir de vous avoir sur ce plateau. En tout cas, on va dérouler tout à l'heure ensemble. Le second invité sur ce plateau, pas de moindre, déjà connu des téléspectateurs de Dash News, Eros Ekwala, spécialiste en management des projets et ingénierie de développement local, agro-environnementaliste, pour ne que se limiter là. Il en a tellement de casquettes qu'on ne peut faire que les deux ici pour l'instant. Eros, bonsoir et merci de nous rejoindre également ce soir. Bonsoir Harold, bonsoir aux téléspectateurs de Dash Télévision. C'est un plaisir renouvelé que de m'avoir associé une fois de plus à la réflexion sur les enjeux du moment. Alors, vous êtes habillé là comme un lion, là. Vous avez oublié que c'est la télévision qu'on venait? Non, justement parce que... ou bien vous étiez en train d'aller à la radio, je ne sais pas quoi. Non, l'émission a aussi la vocation de fédérer toutes les générations. Lorsque je vais dire que c'est un agro-environnementaliste, on voit un agro-environnementaliste avec pratiquement un t-shirt. Non, en réalité, c'est pour entrer un peu dans la peau des jeunes, parce que l'émission a également fédéré également toutes les générations. En tout cas, je vous excuse pour aujourd'hui, la prochaine fois. Je ne permettrai pas que vous soyez assis là, de cette manière. Et je voudrais m'en excuser auprès de Naïrachi, très souvent, qui me tire les oreilles pour me dire que les invités doivent être les frères. Vous avez compris comment j'ai été surpris sur ce plateau. Je suis déçu. Je suis déçu. Alors, on va, peut-être pour planter le décor, on va suivre d'ailleurs ce premier élément qui nous vient proprement de la Côte d'Ivoire. Ce premier élément, pas des journées citoyennes de la propriété. Non, journée citoyenne de la propriété en République centrafricaine. C'est le président Faustin Archange Touadéra lui-même qui montre le bon exemple. On suit ça avec beaucoup d'attention. Lutte contre l'insalubrité en République centrafricaine, la journée du samedi est instituée Journée citoyenne de la propreté sur l'étendue du territoire. Une initiative qui consiste pour toutes les populations à consacrer la matinée à l'assainissement des sites insalubres. Un rendez-vous auquel le président de la République, professeur Faustin Archange Touadéra, répond présent. Arrêt du 15 avril 2023, le marché SICA 2. En tant que premier citoyen, chef de l'État, je dois prendre le devant pour montrer à mes compatriotes que quand le gouvernement demande, ce n'est pas seulement la population. Le chef de l'État, les membres du gouvernement doivent aussi participer. Et c'est pour montrer à la population que ce n'est pas quelque chose c'est important pour la santé, pour nous tous. Alors donc, c'est pour cela que tous les samedis, malgré mon agenda, comme vous l'avez dit, chargé, mais je réserve 2 heures tous les samedis matins de 8h à 10h pour des activités dans différents quartiers. Je le fais d'abord dans mon quartier et je me déploie aussi dans les autres quartiers pour être en communion d'esprit avec les autres habitants des autres quartiers. Quand je serai en province, si c'est un samedi, eh bien je m'y emploierai aussi. Une grande euphorie pour les populations de cette localité. La population de SICA 2, SICA 3, vraiment est dans la joie. Est dans la joie parce que le président
a fait sa descente aujourd'hui sur le terrain pour voir ces travaux qui ont démarré depuis un certain temps. Mais vraiment, ça nous a vraiment plu parce que le président est descendu aujourd'hui au marché Sika. Vraiment une très bonne chose pour le suivi des travaux. Notons que cette journée citoyenne de la propreté a été instituée depuis des années visant l'éradication de multiples problèmes d'ordre sanitaire. Alors, il faut prêcher par le bel exemple qu'on a vu tout à l'heure du président, le professeur Faustin Archange Touadéla, le président de la République centrafricaine, également président des exercices de la conférence des chefs d'État de la CEMAC. Il a d'ailleurs reçu ses témoins du président Biya, c'était le 17 mars dernier, ici même à Yaoundé. Germain Djeka Elongo, peut-être qu'il faudra commencer par comprendre ce qu'on entend par journée citoyenne de propriété. Alors, merci Raoul de me passer la parole. Lorsqu'on entend parler des journées citoyennes de propreté, il faut aller plus loin, il faut aller comprendre le phénomène. C'est dans le début du XVIIe siècle, par exemple, en Italie, avec une sévère crise économique qui avait mis toute l'activité économique italienne à terre. La crise s'est manifestée jusqu'au niveau de la vie, au niveau de l'environnement. Les déchets ont envahi partout. Et à cette époque, des chercheurs ont établi une relation entre les pandémies qui étaient résurgentes et cette histoire d'insalubrité. C'est-à-dire les ordures ménagères. Les ordures ménagères qui pullulaient partout, les tas d'immondices un peu partout, avec les nuisibles, les insectes, les rats et autres. Alors, à cette époque, il s'est agi de trouver une solution. Les pouvoirs publics ont imaginé qu'il fallait mener ce combat. Et un peu plus proche de nous, dans les années 1880 par là, la France avait le même problème. Alors un certain Eugène Poubelle, alors maire de Paris, s'est attaqué au problème. Il a inventé des solutions, il a y compris cette participation massive des populations à la gestion des déchets. Et c'est lui d'ailleurs qui inventa à son époque la poubelle qui porte son nom. C'est cet objet qui est d'usage jusqu'aujourd'hui. Alors plus récemment, chez nous, lorsque l'on préparait, je pense, le sommet de l'OUA, l'ancien Minate, Kougou Edima, Ferdinand, père son âme, a initié quelque chose de ce genre, mais qui avait une visée ponctuelle, c'est-à-dire rendre les principales villes camerounaises, Douala et Yaoundé, plus attrayantes pour les nombreux étrangers qui allaient arriver. Donc il fallait s'attaquer aux déchets par-ci, par-là, à la propriété des rues, des maisons et autres. J'imagine qu'Assam Ilmaël avait peut-être demandé aux gens de mettre la peinture blanche. Même à Yaoundé, c'était comme ça un peu partout. Donc, plus récemment, à Douala, l'initiative a évolué pour atteindre les journées citoyennes de propriété, telles qu'on les appelle actuellement. Et l'objectif était de rendre l'environnement plus sain en le débarrassant d'un certain nombre. Qu'est-ce qu'on appelle journée citoyenne de propriété? Ça veut dire que les populations doivent sortir. Il s'agit pour les aller dans l'hôtel à terre. Il s'agit pour les populations. Il faut que nos grands-mères qui nous suivent là comprennent ce que nous sommes en train de dire. Il s'agit pour les populations, pour les masses, de contribuer, de participer à cette activité qui consiste à rendre leur environnement immédiat propre. Très bien. Alors, Eros, vous avez quelque chose à ajouter là-dessus? Qu'est-ce qu'on entend par journée citoyenne de propriété? Alors, de mon point de vue,
c'est quoi les journées citoyennes de propriété? Ce n'est rien d'autre que une journée où un certain nombre d'actions sont menées pour essayer d'assainir l'environnement. Notamment, j'y arrive. Non, allez-y tout droit. Notamment le curage des caniveaux, voilà. Le ramassage des ordures, tout à fait. Et d'autres actions encore dans les maisons, soit collecter des ordures ménagères et autres, les déverser dans les poubelles. Et puis l'activité, en principe, doit faire intervenir plusieurs parties prenantes, notamment les acteurs, que ce soit des populations, que ce soit des élus locaux, que ce soit les collectivités territoriales décentralisées. Chacun de ces acteurs, de mon point de vue, est un acteur majeur dans ce qu'on appelle aujourd'hui les journées citoyennes de propriété lorsque c'est bien mené. Alors, il faudra que la réalisation nous donne de temps en temps ces images-là. C'est intéressant de voir le président Touadéra en train de travailler, je vous en prie. De temps en temps, ces images sont intéressantes pour nos téléspectateurs qui veulent comprendre que même du haut de votre siège présidentiel, vous pouvez également descendre faire du travail, comme il est en train de le faire là. C'est un exemple à suivre. C'est pour ça que nous vous demandons de mettre ces images de temps en temps. Alors, Eros, qui est concerné? Parce qu'on a comme impression qu'on laisse cette affaire-là au boutique. Je prends un exemple. On dit le jeudi, à Douala par exemple, les boutiques sont fermées jusqu'à 10h, mais vous ne voyez personne dehors. Les ménages continuent comme toujours. Et puis 10h, tout le monde ouvre. On entre encore en contact avec les mêmes ordures qu'on a l'habitude de voir tout le temps. Alors, qui est concerné par cette opération? Dans le principe, tout le monde devrait être concerné. Maintenant, à la réalité, tout le monde n'est pas concerné. Non, laissons d'abord la réalité. Qui est concerné? Dans le principe, les populations sont les acteurs essentiels, pour ne pas dire les maillons de premier ordre. Au-delà des populations, il y a ce qu'on appelle les acteurs économiques. Nous sommes dans une ville économique qui a pour vocation de fédérer plusieurs activités économiques qui, de mon point de vue, produisent pas mal de déchets, qu'ils soient solides, liquides ou gazeux. Donc, à ce niveau-là, j'interpelle, je cite les commerçants, les opérateurs économiques, les entreprises qui produisent ces déchets, les comités locaux de développement, s'il y en a, on en parlait ici il y a une semaine, les chefferies des blocs, des quartiers et même des villages, s'il y en a. Et tout cela doit être sous l'encadrement des collectivités territoriales décentralisées. On ne le dira jamais assez dans le contexte actuel de développement local et de la décentralisation, qui sont un pilier important du développement local. C'est d'ailleurs à ces collectivités que revient la responsabilité d'organiser de telles opérations, parce que la loi, quand même... Alors, quand on dit collectivité territoriale décentralisée, c'est trop vaste, ça. Oui. Précisez, c'est la région, c'est la mairie, c'est quoi? C'est en même temps la mairie, c'est en même temps les régions, voilà. Aujourd'hui. Parce que monsieur le copénaliste parlait tout à l'heure de l'impact ou des enjeux. Il y a des enjeux sociaux liés à la santé des populations. Et lorsqu'on parle de santé des populations, eh bien, nous sommes tous concernés. Et les médias qui doivent jouer leur rôle de sensibilisateurs, de mobilisateurs. Donc, c'est toute une litanie d'acteurs qui doivent se mobiliser pour donner de la visibilité à cette activité ou à ce projet salutaire. Mais maintenant, tout cela est possible si les choses sont bien ficelées, si les choses sont montées en tenant compte d'un certain nombre de réalités liées à notre contexte. À la réalité maintenant, on peut se rendre à l'évidence que les choses ne se déroulent pas toujours, ne fonctionnent pas comme cela se devrait. Alors, qui devrait encadrer cette activité, ces journées dites propriété citoyenne de propriété, qui devrait les encadrer dans le principe? En réalité, tout le problème est là. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une activité qui est lancée et qui ne semble pas avoir été suffisamment pensée. Donc, pour qu'il y ait une organisation bien comprise, parce que mon vis-à-vis, mon co-panéliste, Eros, disait tantôt qu'il y a des citoyens qui ne participent pas, qui restent cloîtrés dans leur domicile, dans leur boutique. C'est pas qu'il dit, c'est ce qu'on constate. Et qui se réveillent à 10 heures. Donc, en réalité, les journées citoyennes de propriété visent pour le citoyen
à rendre son environnement, à lui, son environnement propre. Si chacun rend son environnement propre, il y a de fortes chances que nous ayons de la propriété partout. Alors, il se passe que on ne peut pas mettre un gendarme derrière chaque citoyen, d'où la nécessité de sensibilisation. Alors, mais qui devrait encadrer? Je parle cet encadrement... Parce que, je ne vous coupe pas, ces jeunes qui vont, par exemple, libérer les trains, les rigoles, là, ils enlèvent du sable, je ne sais pas quoi, de la saleté, là, mais ils mettent ça à bordure de route. Où est-ce qu'ils vont jeter ça? Une action de ce genre-là doit être encadrée par qui? Effectivement, on appelle ça, ils collectent les déchets dans les rigoles, dans les environs, peut-être de leur boutique ou de autres, et puis les entassent là. Et ces déchets vont rester là, vont retourner dans les rigoles, vont s'éparpiller partout, vont s'envoler, vont être emportés par le vent et autres. Ils vont même retourner là où ils étaient. Donc, c'est justement pour cela qu'on parle d'un problème d'organisation, un problème de réflexion, d'une réflexion qui devrait encadrer, j'ai comme impression pour éviter cette question, qui devrait encadrer cela? C'est-à-dire que, est-ce que c'est moi, le citoyen, je me lève là, j'arrive, je vois comment les jeunes sont en train de faire ce qu'ils font. En réalité, sur le plan juridique, la loi camerounaise sur la gestion de l'environnement prévoit que chacun doit s'occuper de ses déchets. Très bien. Maintenant, vous avez parlé tout à l'heure des collectivités territoriales décentralisées. Vous avez au sein de chaque arrondissement une commune. Je voudrais entrer là. Est-ce que la commune n'a pas qualité maintenant à encadrer de telles activités? Bien entendu, puisque cela il va de la santé des populations, la commune aussi a cette responsabilité de garantir des conditions environnementales assez saines aux populations. C'est pour cela que dans les communes, il y a ce qu'on appelle toute une cellule, pour ne pas dire un service d'hygiène et de salubrité, qui à un moment sillonnait les quartiers. Il y a même une police municipale. Il y a même une police municipale qui sillonnait les quartiers, qui entrait même dans les habitations pour voir un peu le niveau de propriété que les uns et les autres réservent à leur cadre plus restreint. Donc, les niveaux de responsabilité sont partagés. Les niveaux de responsabilité sont partagés. Mais on ne parle pas des niveaux de responsabilité. Oui. Je parle sur encore au niveau de l'encadrement. Oui, lorsqu'on parle d'encadrement, cela implique la responsabilité. Voyez-vous, lorsqu'une activité est bien organisée, il y a ce qu'on appelle l'identification des parties prenantes. À partir de cette identification des parties prenantes, il y a des niveaux de responsabilité en fonction... Qui doit sensibiliser? Qui doit sensibiliser? La sensibilisation, c'est monsieur tout le monde. Quels sont les acteurs qui sont habilités à le faire? Non, il n'y a pas, de mon point de vue, l'habilitation à la sensibilisation. C'est une responsabilité qu'on peut partager en fonction du niveau de l'engagement qu'on a par rapport à cette activité. Je parle des médias qui peuvent sensibiliser, je parle des chefferies locales qui peuvent sensibiliser, je parle des associations des jeunes du quartier qui peuvent sensibiliser à partir du moment où on a établi les responsabilités dans ce qu'on appelle le projet. Mais pourtant, si vous faites la saleté, nos voisins peuvent vous porter plainte et ça va créer plus de justice. Naturellement. Ça veut dire donc qu'il y a quand même des décrets, comme vous avez dit, des décrets de responsabilité, mais sauf que quelqu'un doit quand même encadrer cela. Effectivement, comme nous le disions tantôt, à la faveur de la loi sur la décentralisation, les collectivités territoriales décentralisées doivent s'en occuper. Alors, elles doivent organiser cette activité de manière efficiente, de manière efficace. Mais ce n'est pas le sentiment qu'on a, puisqu'elles ont du mal d'abord à appréhender même les contours de l'activité. Nous disions tantôt que ces déchets sont amassés là, sont réunis au bord des routes, par-ci, par-là, et puis après, ça retourne dans les caniveaux. Ça veut dire qu'il y a un réel problème dans le suivi, je veux dire dans le relais. Dans le relais, en réalité, il devrait y avoir un relais, c'est-à-dire que dès que les populations ont pris la peine de collecter les déchets, de les stocker quelque part, il devrait y avoir un relais qui vient les récupérer pour les acheminer vers des points appropriés, ce qu'on appelle généralement les centres de stockage ou de traitement des déchets, ou même d'enfouissement, comme on utilise au Cameroun actuellement. Il n'y a pas encore de véritable centre de traitement des déchets en tant que tel. Donc,
à ce niveau, il y a tout un travail à faire, c'est-à-dire que organiser, structurer une organisation qui permette de faire un travail fini, et de ne pas recommencer tout le temps, parce que l'impression qu'on a, c'est qu'on recommence tout le temps. C'est-à-dire qu'on... Le même travail, nous fait plusieurs fois. Imaginez-vous un seul instant que ces jeunes ont déjà ramassé comme ils ont toujours l'habitude de faire, et ces ordures déambulent maintenant dans les rues. Il faut quand même les transporter et les jeter quelque part. Vous avez des quartiers où il n'y a pas de bacs à ordures. Et même quand il y a ces bacs à ordures, la principale société qui doit faire ce boulot traîne parfois, elle ne vient pas, et puis le jour où les gens se fâchent, on la voit arriver là, et puis elle commence à faire du n'importe quoi. Et de là maintenant, est-ce que ce n'est pas là où les mairies doivent exactement prendre leurs responsabilités, dans ce sens qu'il faut trouver quand même un moyen d'évacuer? C'est que les populations d'hiver, il faut trouver un moyen d'évacuer. Les populations n'ayant toujours pas ces moyens, les mairies peuvent maintenant prendre le relais. Je crois que la faiblesse, et vous faites bien de l'évoquer, la faiblesse dans la collecte des ordures dans les villes, les grandes villes comme Douala et Yaoundé, devrait en réalité être une opportunité pour les mairies de ces villes-là, pour la création des activités de pré-collecte, au moins de pré-collecte d'ordures dans nos ménages. Parce que les villes comme Douala, voyez-vous, aujourd'hui nous sommes presque à l'entame de la saison des pluies, et les villes comme Douala ont deux facteurs majeurs, alors deux types d'inondations. L'inondation fluviale qui vient du fleuve et l'inondation pluviale qui vient des eaux de pluie, des ruissellements. Et parfois, vous allez vous rendre compte que ces eaux de ruissellement n'ont pas d'espace de circulation parce que les ordures ont bouché les drains, ce sont les bouteilles en plastique qui ont bouché les drains, et cela expose les populations de ces villes-là à de nombreux risques. Il y a deux piliers importants pour ce qui est de la gestion environnementale. Il y a le principe de responsabilité et le principe de participation. Le troisième grand pilier, c'est le principe de celui qui pollue, qui doit payer. En réalité, si on applique au moins les deux principes à la lettre, le principe de responsabilité, le principe de participation, de mon point de vue, si tout est bien organisé et bien structuré, comme le co-panéliste disait tout à l'heure, on aura moins de problèmes avec nos ordures. Vous faites bien de le dire qu'on enlève les ordures, on le dépose. On l'a vu, il y a une association au rond-point d'Eido, les jeunes de Bonantouné, qui régulièrement essayent de curer les caniveaux du rond-point. Mais vous vous rendez compte que les mêmes ordures qu'on retire dans les caniveaux, qu'on dépose parfois sur la chaussée, parce qu'ils n'ont pas aussi l'expertise dans la gestion de ces ordures, il faut le dire, ils ont aussi besoin d'encadrement. On les dépose parfois sur le trottoir, tantôt sur la chaussée. L'entreprise dit n'a pas assez de moyens, de ressources pour assurer la collecte optimale dans la ville de Douala. Et à l'entame des pluies, les mêmes ordures reviennent dans les rigoles et le même processus, le même phénomène recommence. Non, il y a un problème réel dans la structuration et l'opérationnalisation des différents projets. On a l'impression qu'on est dans des pâles copies qui ne correspondent pas forcément à notre réalité et qu'on essaie d'implémenter. Et du coup, les journées citoyennes de propriété deviennent les journées citoyennes de fermeture des espaces de commerce. Vous avez bien fait de le dire tout à l'heure. Les commerçants restent chez eux. Ils vous disent qu'à l'habitude, tous les jours, avant de fermer nos boutiques au marché, nous essayons de nettoyer. Il ne faut pas une journée spéciale pour nous amener à nettoyer. De mon point de vue, il s'agit des individus, des personnes qui ne comprennent pas des enjeux. Parce que, comme le projet n'a pas été structuré, il n'y a pas d'outils de structuration d'un tel projet, même les porteurs de projet ne peuvent pas mieux expliquer le projet aux personnes concernées ou alors aux entités cibles. Du coup, on va dans la débrouillardise, on essaie de commencer, de recommencer. Quand on a la chance à assister les populations qui essaient de nettoyer le même endroit plusieurs fois, c'est un random de communication qui est autour, avec des impacts aussi qui ne sont pas très visibles. Alors, Germain, si cela venait aussi des laxismes des magistrats municipaux, parce que quand même, un magistrat municipal éveillé, vivace, qui veut être actif sur le terrain, devrait quand même veiller sur un certain nombre de choses qui révèlent quand même de l'hygiène et de salubrité. En réalité, la question des déchets relève d'une certaine expertise. La question de la gestion des déchets. C'est pour cela que vous voyez non, que... nous ne sommes pas dans la gestion des déchets. Non, si, effectivement. Nous sommes d'abord dans la propriété. Laissez d'abord la gestion des déchets. La propriété, c'est la gestion des déchets, c'est autre chose. Gérer un déchet qui sort de la santé, c'est autre chose.
Et ça, c'est nous. Je ne voulais pas qu'on en parle. Je voudrais qu'on parle du fait que je dois rester dans un environnement propre. Ça veut dire que je dois moi-même me mettre au travail, mais je dois avoir un gendarme qui doit vérifier si le travail que je fais, est-ce que je le fais effectivement tous les génies tel qu'il le faut, et si je ne le fais pas, qu'est-ce qu'il me faudra comme sanction, parce qu'on a comme impression que les génies, les gens ferment tout, ils ouvrent à 10 heures et puis la vie continue. Il faudra peut-être passer sur autre mesure. Je dois dire que les gens ont fini peut-être par se rendre compte que ça ne sert à rien. Puisqu'ils enlèvent des déchets, ils les déposent et ils se retrouvent avec les mêmes déchets le vendredi. Donc, le problème, comme je le disais, c'est que dès qu'ils ont nettoyé, dès qu'ils ont mis la propriété autour d'eux, il se dégage une quantité de déchets. Tout à fait. Il faudrait que cela soit pris en charge immédiatement. Et c'est là où se pose le problème. C'est là où la commune devrait intervenir. C'est là où des experts de la commune devraient intervenir. Mais comment vont-ils le faire s'il n'y a pas une structuration complète du système, s'il n'y a pas une organisation, s'il n'y a pas... Est-ce que c'est un problème du système? Est-ce que c'est un problème du système? C'est un problème de... À mon avis, est-ce que c'est un problème du système? Lorsque vous prenez un couloir, juste un couloir de n'importe quel quartier, vous allez prendre 3-4 kilos devant chaque boutique, 3-4 kilos. Au bout du compte, vous avez 500 kilos de déchets. Vous les mettez où? S'il n'est pas prévu quelque part où il faut les acheminer. Est-ce que c'est le système maintenant ou bien c'est l'individu qui est... Non, c'est ce système qu'il faut d'abord. C'est ce système qu'il faut d'abord. Et maintenant, mettre des individus qui sont capables d'animer le système. D'animer le système. C'est-à-dire que lorsque le commerçant a réuni ses déchets, vous allez lui demander, OK, allez mettre ça dans le bac à ordures. En réalité, aujourd'hui, nous mettons tout dans les bacs à ordures, ce qui n'est pas approprié. Mais ces bacs-là sont le plus souvent pleins. Et ça reste là des jours, des semaines, voire même plus. Et les mêmes déchets vont s'éparpiller un peu partout. Donc, c'est ce système-là qui devrait permettre de prendre le relais des citoyens qui se sont donnés à la tâche. Même si tous ne se donnent pas à la tâche, il y en a qui se donnent à la tâche. Mais il n'y a pas de relais. Il n'y a pas de relais. Si vous marquez certains déchets, vous allez voir qu'au bout de 4 semaines, vous allez voir que vous aurez retrouvé le même déchet. Vous l'aurez ramassé de la rigole, vous allez le ramasser 4 fois de suite. Parce qu'il n'y a pas eu de relais, n'est-ce pas, pour dégager cela. Et ça décourage les populations. Et ça décourage. C'est ça, ça crée donc le découragement. Les gens ont l'impression qu'ils travaillent en vain. Ils travaillent en vain. Très bien. Qu'ils perdent le temps. Alors, Eros, oui. Parlons-en des enjeux maintenant. Une opération comme on dit les journées citoyennes des propriétés, quels sont les véritables enjeux de cela? Alors, les enjeux sont nombreux. Le premier palier d'enjeux, de mon point de vue, c'est des enjeux sociaux, c'est-à-dire l'amélioration des conditions de vie des populations, l'amélioration des cadres de vie des populations, l'amélioration même de l'image de la ville dans laquelle nous habitons et du quartier dans lequel nous résidons. Le deuxième niveau d'enjeu, ça peut être aussi des enjeux économiques. Parce que voyez-vous, ici, on a développé que les ordures aujourd'hui sont une niche de création d'emplois. Dieu seul sait combien de production, combien d'éléments nouveaux utiles à la vie humaine peuvent être extraits dans le processus de gestion et de revalorisation des déchets. Le Cameroun aujourd'hui, qui est un pays essentiellement agricole, même si c'est encore une agriculture de subsistance dans la plupart des cas, lorsque les déchets sont bien gérés, bien transformés, on peut produire du biofertilisant, on peut produire du bio-engrais, on peut produire du bio-insecticide, on peut produire du bio-herbicide, on peut produire du bio. Donc, du coup, c'est un impact économique important. Vous voyez la relation entre l'impact social et l'impact économique. Du coup, on crée des emplois parce qu'on apprend à ramasser des bouteilles, on apprend à ramasser... Dans la zone rurale, ça se passe, où les déchets des cuisines, nos grands-mères savaient bien le faire, sont directement utilisés comme fertilisants dans les champs.
Et même ces journées citoyennes de propriété, dans certaines zones rurales, il y a même des mécanismes de suivi et de sanctions à partir de la chefferie locale. On a mis sur pied, dans certains villages où j'ai eu la chance d'être, on a mis sur pied, on dit, OK, vendredi ou jeudi, c'est le jour de propriété. Celui qui ne vient pas, la chèvre qu'on trouve dans sa cour, on la prend et ça marche. Alors, le troisième niveau d'enjeu, et j'ai l'impression que c'est l'enjeu qui intéresse beaucoup nos élus locaux, ce sont les enjeux politiques. Parce que, voyez-vous, à travers de telles activités, des gens veulent se faire voir pour s'attirer la sympathie des populations, notamment au veille des périodes que nous connaissons tous. Mais non, il faudrait que les deux niveaux d'enjeux précédents priment sur les enjeux politiques, parce qu'au-delà de tout, il s'agit quand même de la santé des populations. S'il faut se faire voir pour ça, les actions, je crois que c'est beaucoup mieux. Non, sauf que des actions qui ne sont pas suivies, comme le grand frère disait tout à l'heure, qui ne sont pas planifiées. On ne peut pas mener une action de façon ponctuelle de ce genre dans un projet de cette envergure. Et on estime que parce qu'on s'est attiré la sympathie d'une minorité de la population, non, il faut évoluer dans le long terme. Il faut être planifié. Lorsqu'on est planifié, on a même les indicateurs de résultats. Je suis sûr qu'aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que les mêmes acteurs, je vais dire, les collectivités territoriales décentralisées, n'ont même pas des indicateurs sur l'activité liée aux journées citoyennes de propriété. Quelle est la quantité de déchets qui a été déjà collectée? Dans quelles zones il y a plus de déchets? Quelles sont les zones qui nous exposent à plus de risques? Quelles sont les zones qui nous... Je suis sûr que ça n'existe pas parce qu'on n'en parle même pas de notre point de vue. Vous êtes journaliste, vous pouvez mener une enquête là-dessus. Donc aujourd'hui, c'est un projet salutaire de mon point de vue, mais qui mérite d'être mieux planifié, mieux encadré, mieux orienté, mieux coordonné. Oui. Très bien. On va prendre ce prochain élément. Ça, ce sont les jeunes de cocotiers qui se déploient sur le terrain. Nous sommes là en Côte d'Ivoire maintenant. Je vous propose de suivre cet élément avec beaucoup d'attention. Nous revenons ici pour le déroulement. Regroupés en mouvement associatif, les jeunes du quartier Cocotier dans le 2e arrondissement de la commune de Libreville ont procédé ce 4 mars 2023 à une opération d'assainissement de leur espace de vie à l'occasion de la journée citoyenne, initiée par les plus hautes autorités de la République. Une opération qui arrive à point nommé au regard de l'état d'insalubrité criard dans lequel se trouvait la zone. Notre environnement est pollué par des actions que la population mène. Et ce constat nous a amené aujourd'hui à être au cœur de la propriété de notre environnement, étant donné que l'environnement étant d'abord un espace de vie communautaire. Donc c'est sur ce que nous nous sommes mis en pleine action, parce que l'État, c'est d'abord nous. Nous devons suivre aussi également la vision du chef de l'État, étant donné qu'il a initié les journées propres et ces journées nous concernent également. Les jeunes de cette partie de Libreville procédaient également au recyclage des matières en plastique pour être en phase avec les recommandations du One Forest Summit qui s'est tenu dernièrement à Libreville. Notre espace de vie est pollué par les plastiques. Donc, et ces plastiques, nous faisons un recyclage parce qu'il est très toxique pour la société. Et dans cette société, nous rencontrons des jeunes et des vieilles personnes du 3e âge. Ces jeunes n'entendent pas s'arrêter en si bon chemin. Bon, les actions majeures que nous avons faites rentrent toujours dans le cadre de l'embellissement. À l'exemple du site, parce qu'il y a plusieurs sites de poubelles, mais en ce moment nous nous concentrons sur le site du foyer de charité. Au fur et à mesure que nous allons mener nos actions avec nos petits moyens, nous allons effectivement continuer les autres actions dans le 2e arrondissement. Voilà une opération d'assainissement qui aura permis au quartier de retrouver son éclat d'antan. Notons tout de même que l'assainissement d'un espace de vie passe par des comportements responsables des populations qui sont sans cesse invitées à se débarrasser de leurs ordures aux endroits et aux heures indiquées. Vous avez dû le rectifier de vous-même. Nous étions bien sûr à Libreville, dans le 2e arrondissement. Les jeunes de ce quartier Cocotier se sont donc d'ailleurs donné une activité qu'ils font d'ailleurs pratiquement toutes les semaines. Alors, Germain, on voit quand même que là, il y a une organisation. Des jeunes ramassent et puis ils ont
mis un cadre là où ils déposent toutes ces ordures qui finalement viendront être ramassées par la structure en charge du ramassage pour aller jeter là il faudra. On voit quand même là une organisation. Mais là, je voudrais vous interpeller un peu sur le rôle que devraient jouer les jeunes dans ces journées citoyennes de propriété, à peu près comme ce que nous avons pu voir tout à l'heure. En réalité, le jeune doit participer à l'assainissement de son environnement. Mais, comme nous avons vu tantôt, les activités de ces jeunes en matière d'assainissement, de nettoyage de leur environnement sont relayées par un système qui permet de débarrasser un peu les ordures rassemblées. C'est ça qui pose justement problème. C'est-à-dire que si nous projetons l'activité à grande échelle, parce qu'il ne s'agit pas d'assainir quelques endroits précis de la ville, mais il s'agit effectivement, au regard des enjeux, d'assainir un peu partout. Parce qu'il y a des enjeux de santé publique. Il y a des enjeux d'embellissement de la ville. Vous voyez l'état d'immondice, des déchets un peu partout, ça participe à enlaidir la ville. Donc les enjeux sont nombreux et c'est pour ça qu'une organisation beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus professionnelle, beaucoup plus déterminante. Au Cameroun, il y a un plan de préservation de l'hygiène publique. Ces journées citoyennes de propriété devraient entrer dans ce plan. Mais le sentiment qu'on a, c'est que ce plan, c'est une conception qui est une concession placard, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on a pensé un truc comme on en fait ailleurs, et puis c'est là. Maintenant, c'est dans l'animation des actions prévues dans ce plan qu'on devrait retrouver des activités comme les journées citoyennes de propriété. Et en ce moment-là, il y a toute une coordination qui va permettre effectivement de prendre le relais avec d'autres actions qui sont prévues dans le même plan. Maintenant, si c'est des actions ponctuelles par des jeunes, on risque d'arriver au même résultat, c'est-à-dire qu'au découragement, c'est-à-dire à se convaincre que ça ne sert à rien, et puis finalement à tuer l'engouement qu'on aurait pu avoir au début. Autour de cette activité. Alors, on va ouvrir le standard, hein. On va permettre à nos téléspectateurs qui veulent réagir sur cette thématique. On imagine qu'elle les intéresse aussi. Ils pourront réagir. Le standard, le numéro sur le petit écran déjà, nous allons demander à notre ingénieur du jour de nous mettre le numéro sur le petit écran déjà avec bien sûr l'appui de la réalisation d'Ayouk David qui gère la réalisation ce soir. Le numéro, je crois, c'est le 657, effectivement. Il sera là tout à l'heure sur le petit écran. Les téléspectateurs pourront d'ailleurs réagir dans le cadre de cette émission. Nous avons encore environ 1 heure de temps et nous serons partir. Alors, Eros, vous réalisez d'ailleurs un rapport avec ce reportage de tout à l'heure. Oui, ce sont des actions salutaires qui sont portées par des jeunes. Il faut le dire que chez nous également, ces actions existent. À Douala, ailleurs, même dans les zones rurales, il y a des associations des jeunes qui essayent, avec des moyens qu'ils ont, quelque peu sont appuyés par des forces vives locales qui donnent parfois de petits matériels, de petits rafraîchissants pour leur permettre de travailler. Mais le problème ne se pose pas à ce niveau. Le problème se pose au niveau de la structuration même du projet, au niveau de l'organisation même du projet. Parce que, voyez-vous, Douala a... Écoutez, est-ce que dans chaque quartier, les jeunes ne peuvent pas s'organiser sans toutefois savoir si ailleurs, ça se fait autrement? Oui. Est-ce qu'il ne revient pas des jeunes de chaque quartier de prendre des responsables en main? Parce que quand vous parlez de structuration, c'est comme si l'État central devrait vous dire voilà comment il faut faire et puis tout le monde devrait suivre. Non, chacun peut s'organiser quand même. Lorsque je parle de structuration, je ne fais pas forcément appel à l'État central. Vous parlez de quelle structuration? Je parle de structuration même au micro-niveau. Oui, mais laquelle? C'est ça que je vous demande. Oui, j'y arrive. Je vous en prie, s'il vous plaît. Quand je prends la parole, vous laissez que je la prenne. Je vous la donne.
je vous demande d'être le plus clair possible. Alors, je prends le plus bas niveau. Oui, le plus bas niveau, n'est-ce pas? le plus bas, Alors, le plus bas. Nous sommes dans un quartier où il y a un chef de bloc, où il y a plusieurs chefs de bloc. Le chef de bloc, en appliquant le principe de participation et de responsabilité, devrait fédérer les populations de son bloc vers l'idéal d'assainissement de l'environnement. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire qu'on se retrouve, on fixe ensemble le jour ou les jours propices en fonction de nos activités, nous permettant de mener des activités d'assainissement et d'embellissement de notre environnement. On définit ensemble les modalités opérationnelles, on définit ensemble les moyens nécessaires pour mener à bien nos activités, on définit ensemble les indicateurs de résultats, on définit ensemble les contraintes et les méthodes d'adaptation à ce qui nous pourrait être pour nous les difficultés à mener nos activités. C'est pour cela que je parle de structuration. Lorsque je parle de structuration, je ne parle pas forcément du ministère de l'Environnement, la communauté urbaine et tout ça. Moi, je parle du niveau de responsabilité. C'est pour cela que tout à l'heure, j'ai commencé par dire qu'à chaque niveau, il faudrait bien qu'on établisse les responsabilités. Si le chef de bloc est surpris un matin de voir que dans son bloc, il y a 60 jeunes avec les brouettes et les chasures, vraiment, je trouve que parce qu'on n'a pas intégré ce chef de bloc dans l'activité, on court le risque que ces populations ne suivent pas. Le grand frère parlait tout à l'heure de ces ordures qu'on retire, qu'on ramène, qui finalement finissent par décourager. Justement, parfois, vous arrivez dans un quartier ou dans un bloc, les gens débattent, ils enlèvent les ordures, ils n'ont même pas d'abord pris la peine d'identifier là où il y a le point de déversement des ordures et on les dépose à côté, croyant que l'entreprise va venir prendre. Si le chef de bloc avait été associé à l'opération ponctuelle, il vous aurait dit, ici dans le quartier, le bac à ordures est situé à tel endroit. Lui-même, il peut s'associer. Voilà. Il n'a pas besoin de l'associer. Quand il voit une action de ce genre, il peut s'associer. Encore que parfois l'action arrive quand il n'est même pas à la maison. Vous allez vous rendre compte que toutes les mairies de Douala ont la journée citoyenne de propriété le jeudi. Je suis très sûr que le jeudi à 7h, vous n'êtes pas chez vous. Douala étant une ville économique, une ville où les gens se débrouillent, je pense qu'un jour comme le jeudi, entre 6h et 10h, pour moi, c'est mal choisi pour mener des actions comme cela. Maintenant, lorsqu'on a arrêté que c'est comme ça que ça doit se faire le jeudi, il faudrait bien qu'on apporte des adaptations en fonction de la réalité que vivent les populations dans différents contrées. C'est pour ça que je parle de planification, de structuration. Très bien. Ayoub David, j'ai demandé le numéro sur le petit écran, je vous en prie. J'ai demandé le numéro sur le petit écran. Mettez-le, s'il vous plaît. Le numéro sur... Voilà, merci beaucoup. Il est arrivé maintenant. Allez, Germain, dites-nous. Tout le monde dit que les responsabilités doivent être lues, les responsabilités. Mais finalement, j'ai comme impression que vous mâchez les mots. Dites-nous des façons claires. En réalité... Non, je n'ai pas encore posé ma question. Sauf si vous... Allez-y, si vous êtes dans sa continuité. En réalité, il y a des quartiers ici à Douala qui mènent cette activité depuis. C'est-à-dire qu'ils ont des journées où tout le monde sort, on met la propriété. Avant, je dis bien avant, l'institution... Il y a de l'impact de ces choses-là. Je vais en venir. Certains quartiers s'arrangent à mettre la propriété dans leur environnement. Ça, c'est avant qu'on l'on ait institué les journées citoyennes de propriété, qui s'arrangent à aménager un peu les entrées des quartiers, et les dallos, les ponceaux, etc. Et le véritable souci qu'ils ont la plupart du temps, c'est que quand on a réuni cette déchet, cette saleté, on a du mal à trouver là où on va le stocker. On a déjà trop dit, on ne va pas dire ça. Alors maintenant, ce que l'autorité, les collectivités territoriales et autres devaient faire, c'est de s'appuyer sur cette expérience de ces organisations-là pour prendre simplement leur relais. C'est-à-dire que enlever dans une plus vaste mesure ces ordures qu'ils ont déjà rassemblées. Maintenant, l'impact que ça devrait avoir, c'est de... Non, nous ne sommes pas encore dans les impacts, s'il vous plaît. Allons progressivement. On va y arriver. Alors, maintenant, dites-nous un peu, je reste avec vous. Ces populations, pour la plupart, pour eux, les journées de propriété, c'est que c'est dehors. Mais par contre, tout commence par l'intérieur. On voit des services d'hygiène aller de temps en temps dans les restaurants, quand ils veulent déjà un peu d'argent. Ils vont dans les restaurants, les tourneaux de là.
On arrive là, on dit que madame, regardez, vous avez même les toilettes, montrez-nous un peu vos toilettes là. Je parle comme ils ont l'habitude de parler, c'est comme ça que ça se passe. Il dit, madame, vous avez même les toilettes là, montrez-nous vos toilettes. On va dire, oh, vous ne lavez même pas ça. Après, on dit que, mais, montrez-nous vos babites là. Quelle est même l'eau que vous utilisez ici pour le peuple? On intimide la dame, finalement, ils sont 5 000 $, et c'est fini. Non, Raoul, on ne va pas dire que les services d'hygiène vont dans les débits de boissons parce qu'ils veulent l'argent. C'est la loi qui a instauré ça. S'il vous plaît, ne me coupez pas. Je n'ai pas dit qu'ils vont passer, que la loi leur interdit. Effectivement, ils doivent faire cela. Mais en réalité, ils ne doivent pas se limiter là. Moi, j'ai choisi un pan pour vous faire comprendre qu'ils vont là, ils ont de l'argent. Mais là, ils ne trouvent pas de l'argent, ils battent pas. Alors qu'ils doivent être là. Et puis, la loi ne leur demande pas d'aller prendre les 5 000 francs. Les 5 000 francs et les 2 000 francs que les femmes leur donnent là. Donc, il ne faut pas évoquer la loi en disant... Non, au sens de la loi, notamment. Je vous ai dit que vous êtes allé très vite à besoin. Okay. Il faut souvent me laisser parler et puis vous demandez la parole, on vous la donne. Je vous appelle. Nous ne sommes pas dans une chambre ici. Allons-y. Voilà. Je reste avec vous, Germain. Et dans des circonstances pareilles, est-ce que les communes qui disposent quand même des services appropriés, on a un service d'hygiène et salubrité, maintenant on a la police municipale capable maintenant de faire valoir tout cela, qu'est-ce qu'ils en font? Qu'est-ce qu'ils en font? Moi, ce que je pense, c'est que nous avons ces organisations qui n'ont pas de moyens d'action. Elles n'ont pas de moyens d'action. Parce que je vous ai dit tantôt, à Douala, pour trouver 100 mètres carrés de terrain où vous pouvez stocker des ordures, c'est un gros problème. C'est un gros problème. Alors, les communes ont certes des services, mais qui n'ont pas les moyens d'action. C'est quoi leur moyen d'action, leur plan d'action? C'est quoi les outils qu'ils utilisent pour effectivement pour bonifier ce travail qui est fait à la base par les citoyens? Je pense qu'ils ne les ont pas. Et le défi maintenant pour les communes, c'est d'organiser ces services-là. C'est-à-dire que de doter ces services de moyens appropriés pour pouvoir être opérationnels. Donc il manque les moyens d'opérationnalité de ces services-là. Je me parle d'un manque de moyens. Pour lui, si les services d'hygiène ne se mettent pas en branle, la police municipale ne se met pas en branle, ça veut dire qu'il n'y a pas les moyens. Vous êtes de cet avis? Je ne veux pas entrer dans le secret de la gestion budgétaire ou de la priorisation budgétaire des collectivités territoriales décentralisées. Si elles n'ont pas de moyens, elles devraient au moins se trouver les moyens. Elles devraient nouer des partenariats qui peuvent leur apporter une certaine expertise dans la gestion des opérations comme celle-là. Je retiens que ces communes n'ont pas de moyens, oui. Mais du point de vue... Logistique surtout. Mais du point de vue du principe, je parle toujours du principe de la responsabilité de la participation. Vous savez combien on peut dépenser? J'ai vu certaines banderoles dans la ville où les maires souhaitaient une bonne fête de femmes aux femmes. On peut utiliser les mêmes banderoles, je dis pour sensibiliser, pour passer l'information environnementale. Voyez-vous, même la loi prévoit que les citoyens aient accès à l'information environnementale. Si nous sommes aujourd'hui dans un contexte de développement local participatif, forcément, les acteurs du développement local devraient mettre de l'information environnementale à la disposition des populations. Je dis une banderole, une affiche sur le sérigraphe, je ne suis pas sûr que ça coûte 50 000. On peut ne pas avoir les moyens, c'est vrai, mais il y a des choses qu'on peut faire avec les petits moyens dont on dispose. Il n'y a qu'à voir les choses sur lesquelles nous dépensons beaucoup d'argent. Les questions liées à l'hygiène et salubrité sont d'une importance capitale. Et si j'ai un conseil à donner aux maires, aux élus locaux, aux collectivités territoriales décentralisées, c'est de mettre un accent là-dessus. Parce que voyez-vous, aujourd'hui, il y a beaucoup de maladies. On parlait tout à l'heure des impacts et des enjeux. Les impacts négatifs sont tellement visibles que ça essaie de noyer l'impact tout positif qu'un projet comme les journées citoyennes peuvent induire. Aujourd'hui, les Camerounais sont tellement malades et la majorité des pathologies tournent autour de l'hygiène et de la salubrité. Le paludisme aujourd'hui, qui est l'une des causes de mortalité au Cameroun, qui n'a même plus d'âge, la typhoïde et bien d'autres maladies hydriques, les maladies de la peau, les maladies des yeux et tout ça. Vous allez vous rendre compte que
je me refais là à quelques études des étudiants des facultés de sciences et d'autres écoles de recherche, le rapprochement qu'il y a entre la proximité des populations aux déchets et la propension à l'exposition à certaines pathologies, vous allez vous rendre compte que c'est tellement lié qu'il y a urgence à ce que les actions plus durables soient menées. Alors, j'ai retenu quand même quelque chose de particulier. Revenons un peu sur les associations qui sont très souvent créées dans les quartiers. Je reste avec vous. Ces associations qui sont créées dans les quartiers, associations de développement de ceci, associations de ceci, est-ce que les mairies ne gagneraient pas à entrer en contact avec ces associations qui pourront être très très utiles dans ces journées citoyennes de propriété? C'est un atout important. C'est pour cela que tout à l'heure je parlais de la stratification dans la responsabilisation des différents acteurs. Aujourd'hui, ces activités, ces associations connaissent, chaque association connaît bien la structuration, l'organisation de son quartier. Donc, si on veut mener des actions d'assainissement dans un quartier, il est de bon ton qu'on identifie les associations des jeunes qui existent dans ce quartier-là et qu'on travaille avec elles. Parce qu'avec elles, c'est plus facile. C'est une main-d'œuvre régulièrement, généralement disponible, qu'on doit capitaliser. Parce qu'elle connaît où est-ce que les déchets sont produits, elle connaît quelles sont les zones où l'assainissement n'arrive pas souvent, elle connaît à quel niveau il y a les déversements de tels ordures. Les membres de l'association sont des acteurs de premier ordre lorsqu'on veut mener des activités d'assainissement dans un quartier. Encore qu'elle ne demande même pas grand-chose. Hein. Voilà. Quelques palettes d'eau pour soutenir un peu l'effort. Je ne sais pas quoi. Quelques palettes d'eau. Ça ne vaut pas quand même le voyage d'un mec qui va, je ne sais pas, à Londres, il vous dit qu'il s'en va chercher un partenariat, après il vient, il ne sait plus quoi vous dire. Ça ne vaut pas un voyage, je ne sais pas, d'un maire de la ville qui se déplace pour aller à Paris passer des vacances. Mais tout cela n'est que possible et opérationnellement objectif que lorsque les choses sont planifiées. Véritablement, vous ne pouvez pas, il y a des choses, je me demande comment les gens font sans planifier. Vous ne pouvez pas. Vous ne planifiez pas, vous naviguez à vue. Vous menez des actions avec des cibles qui ne sont pas les véritables cibles qui pourraient vous aider avec le peu de moyens que vous avez à fructifier l'opération que vous voulez mener. C'est pour cela que vous allez rendre compte que parfois on dit qu'on n'a pas de moyens, mais on dépense beaucoup là où on aurait pu dépenser moins. Oui. Justement parce qu'on n'a pas identifié. On n'a pas identifié les acteurs qui peuvent nous accompagner. On n'a pas identifié les instruments qu'on doit utiliser pour mener telle ou telle autre action. Conséquence, on dépense beaucoup, là il faut dépenser moins. On dépense moins, et là il faut dépenser un peu plus. Et les résultats sont ceux qu'on connaît. Alors, c'est le 657 44 91 57 pour ceux qui veulent nous joindre. Si vous êtes au Cameroun, 657 44 91 57. Si vous êtes hors de ce pays, vous commencez par le plus 237, puis 657 44 91 57. C'est le code d'accès dans ce programme. On pourra prendre 2 ou 3 appels. Hein, pour permettre à nos téléspectateurs que nous avons servi de ce téléphone depuis pratiquement 2 mois maintenant. Il faudra peut-être revenir là-dessus. Alors, Germain, peut-être vous avez une relance à faire? Oui, je voulais insister un peu sur les moyens. Alors, lorsque nous parlions des moyens par rapport aux collectivités territoriales, c'est qu'ils n'ont pas les moyens logistiques. Qui doit leur donner les moyens logistiques? Ils doivent les créer, c'est-à-dire qu'ils doivent créer les moyens. Ils doivent disposer des moyens logistiques. Ils doivent créer des centres de traitement des déchets. Je ne sais pas s'il y a une commune ici à Douala qui a un centre de traitement des déchets. Il y a une entreprise de gestion des déchets qui a des centres d'enfouissement ou de pré-stockage et autres. Mais je ne sais pas s'il y a des collectivités qui ont des centres de... D'ailleurs, là où ça devient plus intéressant, c'est que le déchet en lui-même, lorsque l'on a assaini, le résultat de ce travail, c'est qu'on a des déchets sous la main. Et ces déchets, aujourd'hui, sont une richesse importante, pour peu qu'on sache l'exploiter. Donc, les collectivités devraient regarder dans ce sens. C'est-à-dire que, en réalité, on est en train de se torturer physiquement et les méninges aussi sur quelque chose qui peut plutôt nous aider. C'est-à-dire que ces déchets-là, lorsque nous les avons collectés, on peut les traiter, on peut les transformer, on peut les valoriser et la commune va trouver les moyens maintenant pour
accroître son activité, pour élargir son activité et aussi pour amplifier un peu, accroître l'impact de cette activité-là sur la vie des populations, sur le quotidien des populations, sur la santé des populations, sur la beauté de la ville, etc., etc. Très bien. Alors, il y a un pan qu'on a tendance à oublier, la tutelle des communes, par exemple, des préfets. On les sent quand ils veulent un peu de l'argent, quand ils demandent au maire, donnez-moi un peu d'argent, mais on voudrait également les sentir quand il faut dire à ces maires, monsieur le maire, je voudrais que votre commune soit propre. Alors, est-ce que la tutelle ne peut pas exercer une pression là-dessus? Je ne parlerai pas de pression, mais beaucoup plus un accompagnement. Parce que, voyez-vous, nous sommes dans un contexte de développement local qui signifie qu'on utilise les ressources locales pour produire de la valeur ajoutée, pour produire de la richesse. Maintenant, l'autorité administrative est là pour encadrer, pour voir si les choses se déroulent en tenant compte du respect. Et quand elle ne se déroule pas, qu'est-ce que la tutelle fait? Naturellement, la tutelle doit utiliser les instruments juridiques qui sont à sa disposition pour, je ne veux pas parler de sanctions, mais pour sévir. Sévir ne veut pas dire forcément sanctionner. On peut appeler à l'ordre. Je crois qu'il y a un préfet, le gouverneur l'a fait pour le cas de quelque chose il y a une semaine. Donc, il y a pas mal d'instruments juridiques, notamment les lois de 2009 sur la décentralisation, la loi 96 sur la gestion environnementale et tous les autres instruments juridiques qui sont à leur disposition. Ils doivent les utiliser pour Quand permettre... vous regardez la ville de Douala, vous avez comme impression qu'il y a un préfet dans cette ville. Prenez un peu l'axe école publique qui rallie l'axe du rond-point, c'est-à-dire école publique rond-point, l'axe du rond-point là. Vous allez voir que la route est totalement coupée, on ne peut plus dire. Parce que les populations ont fait le travail, elles ont enlevé des ordures qu'il y avait sous les dallos, maintenant replacer tout simplement les dallos et enlever ces ordures. C'est Douala Premier? Je ne sais pas si c'est Douala Premier. Douala Premier, effectivement. Mais monsieur le maire de Douala Premier, je ne sais pas s'il est au courant d'une histoire pareille, que sa ville, c'est-à-dire que son arrondissement est totalement déjà coupé, passer, effectivement, les voitures ne peuvent plus passer là. Ça devient un problème. Et quand le préfet voit ça, il doit s'éteindre. C'est pour ça que je me pose la question de savoir s'il y a un préfet dans la ville de Douala, il faut qu'il passe là-bas voir. Ou bien s'il y a un maire à Douala Premier, qu'il aille voir ce qui se passe là-bas. C'est un peu exacerbant de constater que dans un pays, on a quand même des gens qui doivent bouger, mais qui ne bougent pas. Alors, Germain, des situations de ce genre, on est dans un domaine où on interpelle les populations. On leur dit, vraiment, soyez propres. Puisque la propriété commence par chez vous. Et puis, elle sort progressivement pour se retrouver dehors. Mais ce qui est surprenant, c'est que lorsque cette propriété est dehors, ceux des dehors qui ont le pouvoir de dire non, rentrer avec ça à l'intérieur, ne disent rien. Alors, vous parliez tout à l'heure d'un problème de système. Bon, je me demande, est-ce que ce n'est pas un manque de sensibilisation réelle? En réalité, la loi a établi les responsabilités. La loi a établi les responsabilités. Mais l'animation qui devrait sortir de cette loi pour accompagner les populations, c'est à ce niveau qu'il y a problème. Alors, qu'est-ce qui manque de cette animation? Je crois qu'il manque beaucoup de volonté aussi. Beaucoup de volonté parce que il me semble que dans la gestion administrative et notamment dans les CTD, il y a un problème de priorisation. Il me semble, de mon point de vue et de mes observations, que la priorité ne serait pas dans la gestion des déchets. Vous avez dit qu'on ne parle pas de gestion des déchets, mais lorsqu'on parle d'hygiène et salubrité, forcément le livrable qu'on reçoit, c'est le déchet. Donc forcément, nous allons parler de déchets. C'est un problème de priorité. Donc voyez-vous, vous avez l'habitude de parler d'hygiène et de salubrité, des taxes qu'on prélève sur les moteurs et autres. Il me semble que la priorité, c'est là où on dépense au moins pour avoir plus, pour ce qui est des villes. Peut-être les maires estiment que s'il faut assainir la ville, il faut nous débarrasser des déchets, c'est beaucoup plus de dépenses, ça coûte trop cher. Et puis, il n'y aura pas moyen de détourner un peu. Pas de détourner, mais l'intérêt du point de vue de ce qui entrerait dans les caisses de la mairie ne serait pas assez très grand. Je ne parle pas de détournement du tout.
On va convoquer cet autre élément, je crois le troisième. On va maintenant, on est au Cameroun maintenant, présentement dans la ville de Konsamba, où les citoyens de Konsamba premier ont quand même brillé aussi par l'exemple. Je vous suggère de suivre cela avec beaucoup d'attention. C'était d'ici, il y a quelques mois que cela a eu lieu. On suit sur le reportage et on revient sur ce plateau pour dérouler. Le maire Elat Oumarou de Konsamba Premier, sa population et sa diaspora, lors de la journée d'échange citoyen organisée par Un Monde à Venir et soutenue par la GIZ, ont échangé sur les stratégies de développement local, un moment à succès pour les organisateurs. On a eu beaucoup d'informations qui vont certainement aider l'exécutif municipal à améliorer, n'est-ce pas, son offre de services au bénéfice des populations. C'est ça le défi. Nous sommes dans le renforcement du pouvoir local. Nous voulons que les maires soient les véritables patrons dans leur commune. C'était l'occasion idoine pour les populations de Konsamba Premier de rappeler aux maires leurs différentes préoccupations de développement de façon précise. L'entretien routier, les problèmes des normes dans la réalisation des projets et beaucoup de problèmes de les associer dans la maturation des projets. Au lieu d'incriminer les dirigeants, comme c'est souvent le cas dans notre société, les populations de Konsamba Premier et de la diaspora ont été sensibilisées sur les notions de développement participatif. Si peut-être la mairie verse la Pozola, que la population sache qu'elle peut venir soutenir les agents de la mairie qui sont en train d'étaler la Pozola sur la route. Les herbes qui poussent, il faut enlever, il faut curer les caniveaux pour qu'il n'y ait pas d'inondation. L'inter-échange consistait aussi, pour le maire, d'expliquer non seulement le processus d'exécution des projets avec toutes les difficultés qu'il englobe, mais également de présenter ceux déjà réalisés et leur donner, d'autre part, une idée pour les projets en perspective. Est-ce qu'il est en train de nous léguer pour la postérité, justement, afin qu'un Konsamba Premier reste celle-là qui applique et qui appliquera plus que par le passé la notion de la gestion de la gouvernance locale dans la vision du président de la République, son Excellence M. Paul Biya, et comme vous l'avez si bien compris, à qui nous ne cesserons jamais de dire merci. Cet inter-échange, un moment louable pour les populations de Konsamba Premier, ces dernières ont émis le vœu que de telles rencontres aient régulièrement lieu. La preuve, une fois de plus, de leur engagement pour le développement participatif. Alors, Eros, réaction peut-être? Oui, c'est une bonne initiative du maire qui vise à expliquer un certain nombre de mécanismes à ces populations parce que le principe de participation, puisqu'on est dans le contexte de développement participatif, voudrait que les populations participent justement, contribuent aux actions de développement, mais elles ne peuvent le faire que si elles sont informées d'un certain nombre de mécanismes. Parce que parfois, on a l'impression que les maires ne font rien. Pourtant, ces managers font face à un certain nombre de contraintes qui ne les amènent pas souvent à mener certaines actions aussi avec beaucoup d'aisance. Donc il est de bon ton qu'une telle initiative, de mon point de vue, ait une portée assez significative pour permettre aux populations de connaître les mécanismes de passation de marché, d'exécution des marchés publics et tout ce qui va avec. Ça pourrait éviter des zones d'ombre dont on a l'habitude de constater souvent entre les exécutifs communaux et les populations, parce que les interprétations que les uns et les autres pourraient faire d'un certain nombre de faits ne correspondent pas souvent aux mécanismes de l'orthodoxie de la gestion publique. Voilà. Alors, Germain, une réaction aussi peut-être? Oui, je dirais des actions à encourager. Mais ce qui me gêne un peu, c'est que ce ne doit pas être des actions ponctuelles. C'est-à-dire que ça doit entrer dans un programme. Tout à fait. Ça doit entrer dans un les programme. Habitudes, dans les mœurs. Et dans un programme qui doit être... établi sur la durée. Hein? Oui, établi sur la durée, mais qui doit avoir des objectifs. C'est-à-dire qu'on ne peut pas sensibiliser à vie. Il faut mettre
comment je vais appeler ça, des outils d'évaluation pour savoir quelle est la portée des actions qu'on a posées, qu'est-ce qu'il faut ensuite pour les rendre plus efficaces et non pas simplement poser des actions ponctuelles et puis à chaque fois qu'on a l'occasion. Donc il faut mettre en place un ensemble d'éléments pour coordonner dans un programme qui permette et de sensibiliser, et on ne va pas sensibiliser à vie, qui permette aux gens de prendre le relais. C'est-à-dire que lorsqu'on a compris, on peut facilement prendre le relais. Si on a compris le cheminement, c'est-à-dire que si les populations, elles ont bien compris le projet, le programme, elles peuvent prendre le relais et continuer. Maintenant, si on vient seulement, c'est chaque fois qu'on s'assoit, on leur rappelle qu'il y a quelque chose de ce genre. Ouais, on veut également interroger le rôle de certaines ONG qui font effectivement aussi dans ces domaines-là. Ces ONG, parfois, on ne le ressent pas trop. On le ressent peut-être quand on parle de journée internationale, c'est pas trop. Effectivement, certaines ONG ne sont vivantes que le jour de certains événements, c'est-à-dire il y a une journée mondiale de l'environnement. L'environnement, par exemple. On les ressent, mais au quotidien, on ne sent pas leur activité sur le terrain, on ne sent pas leur activité auprès des collectivités. C'est-à-dire que quand vous avez une expertise en tant qu'ONG, vous avez des partenaires, la collectivité territoriale décentralisée, c'est un partenaire auprès duquel vous devez mener des actions visant à rendre plus clair votre activité, à accompagner la collectivité territoriale et non pas simplement bénéficier des occasions ponctuelles, soit pour faire des amis, faire des photos, donc voilà un peu quoi. Donc, les ONG elles-mêmes devraient avoir un programme que l'on peut évaluer. On va faire ceci, on va faire cela, on va faire cela, on va faire cela, et effectivement suivre ce programme et à la fin juger de l'efficacité. Évaluer, si on n'a pas évalué, on ne peut pas. Justement, je vous pose la même question. C'est là où on attend aussi ces ONG quand même, oui, qu'elles soient un peu plus actives. Oui, qu'elles soient un peu plus actives, parce que là, tout à l'heure, je parlais des parties prenantes, les ONG et les autres organisations de la société civile sont des acteurs de développement local. Donc, ces organisations-là devraient s'intéresser aux problématiques de développement local, comme il a dit tout à l'heure, devraient accompagner, apporter de l'expertise aux collectivités locales. Au CTD, donner leur expertise au CTD pour leur permettre de mener des actions de développement. Ils doivent aussi mener des actions d'encadrement, encadrement des populations qui n'ont pas toujours l'expertise dans un certain nombre de domaines. Je crois que ces organisations de la société civile doivent contribuer à ce que les collectivités et les populations travaillent de façon synergique. Alors, vous parlez tout à l'heure d'encadrement des populations. Effectivement, je voulais y arriver. Est-ce que ce n'est pas l'objectif premier aussi des communes, encadrer les populations dans tous les domaines? Parce qu'on a vu qu'il y a certains pans qui ont tendance à être négligés. Oui. Vous avez des pans, par exemple, dans les fournitures de l'eau, on voit des individus prendre le relais alors que les communes, véritablement, doivent jouer ce rôle-là. Mais pour ce qui est de cette histoire des journées citoyennes de propriété, est-ce que des communes ne devraient pas encadrer cette action-là, encadrer les populations, encadrer même les différents descentes? Je crois que c'est quand même de leur ressort. Oui, en réalité, le développement local est tellement important qu'on ne saurait le mettre au seul actif de la mairie. On parlait tout à l'heure du niveau de responsabilité. Je suis d'accord avec vous que la mairie peut jouer le rôle de coordonnateur, d'encadrement au sommet, n'est-ce pas? Mais maintenant, lorsqu'on monte la pyramide, on va se rendre compte que par niveau, on doit établir les responsabilités. À chaque niveau de responsabilité, il y a un type d'encadrement qu'il faut adapter. Il faut des agents d'encadrement. Maintenant, la mairie peut fédérer le système, lorsqu'il parlait tout à l'heure du système, peut fédérer ce système d'encadrement au sommet en définissant les politiques, en définissant les types d'activités, en orientant ces activités vers les zones et les lieux prioritaires. C'est pour cela que dans les collectivités territoriales, il y a ce qu'on appelle le plan de développement local qui doit tenir
compte d'un certain nombre de réalités sur le terrain. Voyez-vous, chaque commune élabore son plan de développement en fonction, de ses réalités, en fonction de ses priorités, en fonction des ressources dont elle dispose d'abord en interne. Parce qu'il est aberrant d'élaborer un plan de développement communautaire en espérant avoir des ressources à l'extérieur. On est dans un contexte de développement local qui voudrait qu'on utilise les ressources locales pour produire de la valeur ajoutée. Autrement dit, les ressources humaines, les ressources matérielles, les ressources naturelles, on doit pouvoir les utiliser pour produire davantage de la valeur. Alors, si on élabore nos plans, nos espoirs, nos stratégies de développement vers ce qu'on n'a pas comme acquis, vous allez vous rendre compte qu'on peut passer une année sans rien faire. Il est de bon ton, on va le dire et on va le répéter, qu'une bonne planification, une bonne programmation et un bon système de suivi est capital dans des actions pour ce qui est du développement local et communautaire. Alors, Jamin, est-ce que finalement l'action politique ne plombe souvent pas ce type d'activité? Parce qu'on s'est dit, bon, je ne serai plus maire parce que j'ai un adversaire là quelque part, je ne sais pas. Est-ce que le fait d'encrémer finalement cette action, en fait, la politique dans ce type d'événement ne contribue pas à plomber des actions pourtant citoyennes? Effectivement, vous avez raison. À partir du moment où le maire ou le responsable de la collectivité territoriale décentralisée a d'autres visées. C'est-à-dire qu'en réalité, son rôle, c'est d'améliorer, d'apporter à ces populations un certain confort, le bien-être et tout. Et si cela est fait, en principe, son poste est garanti. Mais il ne compte pas sur ça, il ne compte pas sur les populations. La plupart du temps, ils ont d'autres canaux par lesquels ils passent. Donc, si je reviens un peu sur la question d'assainissement et du déchet, en réalité, c'est que l'autorité doit changer de paradigme, doit changer de vision à propos de ces déchets. C'est-à-dire que le déchet a longtemps quitté le panier de la poubelle pour devenir une richesse. C'est une richesse, le déchet. Et en tant que richesse, il appartient à la collectivité de l'exploiter. C'est autant qu'on parle du fer, pour aller exploiter ce fer-là et le rendre comestible, c'est tout un travail. Autant le fer est une richesse, autant le déchet est une richesse. Aujourd'hui, ce déchet-là peut être exploité à plusieurs niveaux. On peut en faire presque tout. Et le résultat, c'est que la commune va pouvoir se faire des moyens, donc elle va pouvoir autofinancer l'activité et tirer même des bénéfices de cette activité. Donc si elle change de vision par rapport à cela, il y a de fortes chances que sa façon de faire, son comportement vis-à-vis de cela aussi change. Mais tant qu'elle ne comprendra pas, tant qu'elle va prendre le déchet ou bien l'assainissement comme un gouffre à sous, qu'il faut aller chercher et venir investir là, il y a de fortes chances que ça ne change pas. Ça ne fonctionne pas. Alors, Eros, je voulais rester encore dans cet aspect politique, parce qu'on a l'air de politicité. Je connais un ancien maire de la commune de Tchang qui disait à ses conseillers municipaux, en plein conseil municipal, vous-même, vous savez que ce n'est pas vous qui m'avez mis ici. Donc, il dit, vous-même, vous savez que ce n'est pas vous qui m'avez mis ici. Alors, quand un maire dit ça, ça veut dire qu'il ne se sent pas obligé de faire quoi que ce soit de ce qui vient de vous, parce qu'il sait qu'il a son canal par lequel il va atterrir encore, être les maires, et vous n'aurez que des yeux pour pleurer. Et dans un contexte pareil, des actions de ce genre devraient-elles être repensées? Oui, des actions de ce genre devraient être repensées. Voyez-vous, un élu local qui a été voté par ses populations n'a pas peur de travailler pour les populations. Encore qu'il va de sa première responsabilité, de travailler pour les populations qui vous ont élus. Alors, il est aberrant de penser que si je mets un projet sur pied, comme je ne serai plus là dans 3 ans, celui qui viendra va bénéficier du projet. Non, le projet ne bénéficie pas
au concepteur ou au créateur ou alors au porteur du projet. Dans le contexte actuel, le projet bénéficie aux populations. On peut mettre un projet sur pied dont les fruits seront visibles pour 10 ans, alors qu'on n'a que 4 ou 5 ans d'années de mandature. Le planifier, voilà, le mettre le plus important, c'est que les populations trouvent leurs conditions de vie améliorées à partir de votre projet. Est-ce que ces gens-là réfléchissent ainsi? Ils réfléchissent que je suis maire. Bon, ils réfléchissent que... Oui, je suis maire, j'ai 5 ans. Je vais partir bientôt pour laisser le projet acquis, justement parce que très certainement, ils sont nombreux à être dans la catégorie de ceux que vous venez de citer, qui pensent qu'ils ne sont pas là parce que les populations les ont votés ou alors parce que les conseillers municipaux les ont plébiscités. Non. Moi, je pense qu'il faut être sérieux. Il faut que ces personnes soient sérieuses. On doit travailler pour les populations. On doit poser les populations au cœur de nos actions, même si nos actions sont à visée politique, même si nos actions sont à visée, je ne veux pas dire autre chose, mais que les populations, au moins, trouvent une priorité, trouvent de l'intérêt dans vos actions, parce que cela doit contribuer à l'amélioration de leurs conditions de vie. Dans ce contexte-là, on n'a pas peur d'une élection, on n'a pas peur de ne pas être réélu ou d'être réélu ou pas. Encore que même si on vous injecte, les populations vont vous réclamer. Encore que vous pouvez être éjecté et travailler pour le projet. Si vous avez une expertise, je crois que celui qui viendra après vous sera obligé de vous utiliser pour la pérennité du projet. En tout cas, c'est même, on ne sait pas à quel moment ils sont dans les bureaux. Lorsque vous y allez, on vous dit que le maire en réunion. Allez voir ce que c'est que la réunion. Il est en train de boire du whisky avec une petite qui est venue rendre visite. Et puis, il arrive à 11h, à 12h30, il est à partir. On ne sait pas à quel moment il travaille. Depuis que je suis à Douala 5e, je n'ai jamais vu ce maire sur le terrain. Je souhaiterais également le voir un jour sur le terrain, faire comme le président Faustin Akash-Touadéra l'a fait. Pourquoi pas? Nos maires là, est-ce qu'ils travaillent? Vous avez déjà vu un maire sur le terrain ici? C'est vrai que quelques là, à tout début là, ils ont fait semblant, mais là on ne les sent plus. Et curieusement, tous préparent les prochaines échéances électorales pour venir vous dire, votez moi, je suis le plus beau. Alors, Germain, là maintenant on va peut-être entrer sur l'impact de tout cela, mais avant, je voudrais comprendre un phénomène qui me taraude un peu l'esprit. Alors, lorsque les populations s'accommodent par exemple à mener une action, alors la confrontation qu'il y a toujours entre les responsables des communes et ces populations qui, elles, sont sur le terrain, est-ce que cette confrontation n'est pas de nature à créer un conflit qui, s'il est permanent, va plomber également de telles actions? Naturellement, et c'est pour ça qu'on parlait de sensibilisation, c'est-à-dire que pourquoi on mène ces actions? Il faudrait que toutes les parties comprennent le bien fondé des actions qui sont menées et comprennent que ces actions se complètent et ne devraient en aucune façon s'affronter. C'est-à-dire que les uns doivent être le relais des autres. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font un travail, il y en a ceux qui doivent prendre le relais pour que le travail soit complet. Maintenant, vous allez voir, comme on le disait, on l'a pensé tantôt, certains agents des mairies ou les collectivités sont très promptes à agir ou à descendre sur le terrain quand il faut aller sceller ou il faut aller, je ne sais pas moi, mettre la croix de Saint-André ou pour aller, parce que là, on va se retrouver dans des situations où on se fait supplier et tout, et tout, et tout, et tout. Mais lorsqu'il faut mener des actions qui sont complètement, on va dire, qu'ils sentent, parce qu'elles ne sont pas, mais ils le sentent complètement bénévoles, ils n'ont pas la propension à se mettre à l'œuvre. Mais je pense que le problème est plus loin. Le problème est plus loin parce que la plupart du temps, ces gens même sont jetés sur le terrain sans trop savoir quel est leur rôle, qu'est-ce qu'ils ont à faire, où est-ce qu'ils vont, qu'est-ce qu'ils doivent atteindre. Ils ont quand même un rôle, ils savent exactement ce qu'ils doivent aller faire, c'est-à-dire aller raqueter de l'argent comme ils le font. C'est ce qu'ils partent exactement faire. Et qui les évalue et comment? Et en ce moment-là, ça devrait effectivement changer un peu la problématique sur le terrain. C'est-à-dire que si certains ne sont même pas formés,
Vous la avez même formation des maires, est fondamentale. Je vais vous dire, il y a même des maires qui ne connaissent même pas ces gens, ces individus qui descendent sur le terrain. Il y en a qui n'ont pas de salaire là-bas. Voilà, et ils se payent sur le terrain. On vous dit qu'allez chercher votre salaire. Voilà, allez chercher. Et ça, ils arrivent là, ils cherchent le salaire. Et ça, c'est terrible. Ça, c'est quelque chose d'inimaginable. C'est-à-dire que c'est un conflit. Vous envoyez des gens créer des conflits. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Eros, on constate que généralement, des jurys, pour ce qui est de mon quartier, c'est pas des bons arrondissements, où je loge, c'est le jeudi. On dit jeudi propre. Pendant que nous levons le jeudi pour travailler, et il y en a qui ferment complètement les boutiques, qui ferment les barrières, ferment tout. Alors, est-ce qu'il n'y a pas confusion? C'est un jeudi où on ferme tout, ou bien c'est un jeudi où on travaille? Parce que même si vous avez une boutique, et que vous ouvrez votre boutique, vous mettez un bâton là, vous mettez à faire la propriété là, les agents de la mairie vont venir vous dire que le seul mal que vous avez fait, c'est que la boutique l'a ouverte. Finalement, qu'est-ce qu'on doit comprendre dans cette histoire-là? Non, il faut comprendre qu'il y a eu beaucoup d'incompréhension. D'incompréhension dans le déroulé de ces journées citoyennes de propriété parce que justement, il n'y a pas eu un moment où on a communiqué. Voyez-vous, les gens ont bavardé, on a crié, mais véritablement au regard de l'impact du résultat qu'on a aujourd'hui, on se rend à l'évidence qu'on n'a pas communiqué de façon efficace. Les populations ferment les boutiques et les domiciles. Pourquoi? Parce qu'il y a conflit, justement, comme il le disait tout à l'heure. Il y a conflit justement parce qu'elles se sont vues imposer quelque chose qui n'est pas planifié. Je suis sûr que vous participez aux journées citoyennes de propriété dans votre quartier le jeudi, peut-être parce que votre patron permet souvent qu'après une émission de nuit, que vous venez à 10 h. Mais la majorité des populations de la ville de Douala sortent le matin à 6 h, parfois à 5 h 30, pour aller mener des activités. Est-ce que mettre une journée de citoyens de propriété un jeudi matin serait objectif et productif? Vous allez vous rendre compte que les gens ferment leur boutique, profitent pour se reposer. Justement parce qu'elles n'ont pas mesuré la portée d'un tel projet, la portée d'une telle activité. Il a dit quelque chose d'intéressant tout à l'heure. Alors, et ceux qui ouvrent les boutiques et travaillent quand même? Oui, c'est pour cela que je parlais d'information. Il a parlé de formation. Est-ce que les gens qu'on envoie sur le terrain font ce travail de surveillance, ont eu un document de référence sur l'évaluation qui est faite de leur performance à eux réalisées dans leur activité? Non. On leur a dit, la boutique qui est ouverte, vous scellez. On n'a pas dit celui qui mène les activités commerciales. On a dit une boutique qui est ouverte, vous scellez. Alors comme le boutiquier, lui, généralement, il ferme sa boutique soit avec un bâton, avec une chaise, il la met devant la porte, il mène d'autres activités. L'agent qui vient, son patron lui a dit, la boutique qui est ouverte, vous scellez. En réalité, il est question de dire que le commerçant ou la boutique qui mène l'activité commerciale au moment où on doit mener l'activité d'assainissement. Mais est-ce qu'il n'y a pas de problème? Il y a un problème au niveau de la dissonance dans les... Justement, il parlait... Pourquoi les boutiques ne peuvent pas... Vous ouvrez votre boutique pour dire que vous n'êtes pas en voyage. Vous mettez un bâton et vous mettez à travailler comme on vous demande de travailler votre devanture. Pourquoi est-ce que ça devrait être un problème? Ça ne devrait pas être un problème, justement, comme on le disait tantôt, c'est que les intervenants ne sont pas suffisamment outillés pour mener ce type d'activité. Alors, je voulais déjà convoquer ce que j'ai dit un peu plus tôt, c'est qu'il y a des quartiers, il y a des endroits où les gens s'organisent spontanément, mènent la propriété. Et dans le quartier, tout le monde n'est pas tenu de participer. Il y en a qui ont une activité ou bien il doit se déplacer et tout, et il laisse un petit truc dans le panier ou pour ceux qui travaillent. Et si tout le monde venait laisser ce petit truc dans le panier, qui allait travailler? Oui, en ce moment-là, ce que je veux faire intervenir, c'est que le commerçant qui ferme sa boutique pratiquement une demi-journée, s'il évalue son manque à gagner, ça fait partie des sacrifices. S'il faudra qu'il fonctionne aussi dans un environnement propre. S'il évalue son manque à gagner, il serait prêt, lui, à laisser 1000 francs pour contribuer à cette activité et continuer à vendre. En ce moment, la collectivité territoriale, elle aura des moyens pour offrir des emplois à ceux qui n'en ont pas et qui peuvent faire ce travail. Très bien. Alors, permettez-moi de suivre ces derniers débats. Nous allons suivre ça ensemble.
c'est l'association Ndjalabari qui se déploie également sur le terrain. On parlait d'ailleurs de ces associations très actives sur le terrain et qui s'illustrent parfaitement lors de ces journées citoyennes de propriété. Nous allons suivre un exemple. Nous revenons pour dérouler. À l'approche de la rentrée des classes, les membres de l'association Ndjalabari se sont mobilisés autour de la journée citoyenne de ce mois de novembre pour apporter une cure de jouvence à l'école publique d'Alenakiri située dans la commune d'Ovando. Cette action, qui s'inscrit dans le cadre de leurs activités, est appréciée ici par la responsable de cet établissement et le président de l'association des parents d'élèves, lesquels ont souhaité que ce genre d'action se pérennise. Je remercie l'association Ndjalabari de nous accompagner pendant cette rentrée qui est un peu difficile, d'avoir pensé à l'école, aux parents, d'aider à assouplir les parents parce que l'année a été un peu pas comme les autres. On peut dire que c'était un sentiment de joie à l'aube de la rentrée des classes. C'est un effort vraiment louable. Et vous dire que ce n'est pas la première fois que l'association Ndjalabari vient en aide à notre établissement. Ndjalabari est un partenaire de l'association des parents d'élèves de l'école publique d'Alenakiri. Conscient de certaines difficultés rencontrées par l'administration qui peine parfois à répondre à toutes les charges, les responsables de cette association, en plus de procéder au nettoyage des lieux, ont également apporté du matériel et des produits pour l'entretien de l'établissement. Nous avons aussi voulu marquer une pierre de coups en offrant des kits de nettoyage à la propriétaire des lieux, à madame le directeur de l'établissement, pour que effectivement cette action soit continuellement menée, même si Ndjalabari aura toujours l'occasion de marquer sa présence dans tous les cadres associatifs que nous prenons au quotidien. Le don est composé de tous les kits de nettoyage, c'est-à-dire des produits de dératisation et de désinsectisation. Donc ce sont des kits qui sont offerts avec des pelles, des marteaux et des râteaux. Avec plusieurs adhérents et des représentations dans bon nombre de villes et à l'extérieur du pays, les responsables de l'association Ndjalabari comptent multiplier ce genre d'action. Nous soutenons la politique du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, dans le cadre social, partout à l'intérieur du Gabon. Et avec le temps qu'on aurait un mentor de pouvoir soutenir nos actions, nous allons étendre ça aussi à l'extérieur parce que nous avons plusieurs adhérents à l'international également. Pour rappel, cette association a été créée il y a quelques années. Ses membres œuvrent quotidiennement pour l'amélioration des conditions de vie des populations, surtout les plus défavorisées. Très bien, il nous reste très peu de temps. On parle maintenant des impacts de ces journées propriété, de ces journées citoyennes de propriété. On peut relever l'impact quand même de ces journées? Oui, l'impact est à deux niveaux. L'impact positif et l'impact négatif. Parce qu'il ne faudrait pas que ceux qui nous regardent et qui nous écoutent pensent qu'on est en train de dilapider ce projet. Que non, c'est un projet salutaire, c'est un projet qui a le mérite de toucher au cœur même de la problématique liée à l'assainissement du cadre de vie des populations. Au niveau de l'impact négatif, c'est qu'on se rend compte que le projet asphyxie un peu l'économie. Il y a beaucoup d'opérateurs économiques qui se plaignent de la baisse de leur chiffre d'affaires et du fait de la fermeture de leur espace de commerce entre 7h30 et 10h, dont l'impact sur l'activité économique est très réduit, est très visible. Et lorsqu'on parle de cet impact négatif, forcément, ça va ça va constituer une menace pour ceux qui ont des emplois salariés. Voyez-vous, certains patrons pensent que l'entreprise soit fermée entre 7h30 et 10h. Véritablement, ça fait beaucoup. Et parlez beaucoup plus de l'impact négatif. Vous appelez ça l'impact négatif. Parce que les gens ont un manque à gagner. On manque à gagner. Mais vous ne voyez pas ce que la santé gagne. Mais en réalité, le second niveau d'impact, c'est l'impact positif. Au moins, ces activités de journée citoyenne de propriété ont la vocation de rappeler au moins aux populations que, attention,
il faut assainir notre environnement, il faut faire attention à tout ce qu'il y a autour de nous comme déchets, même si le résultat n'est pas forcément visible, mais au moins au niveau de la psychologie. Qu'est-ce qui pèse sur l'autre? Au moins, on comprend aujourd'hui. Qu'est-ce qui pèse sur l'autre? Au moins sur le plan de la psychologie, sur le plan psychologique, parce que l'impact réel en termes mesurables, aujourd'hui, on peut le mesurer. On a parlé tout à l'heure des dégâts que cela cause, les déchets qui partent et qui reviennent, des maladies qui surgissent et qui ressurgissent dans nos quartiers. Mais au moins, du point de vue psychologique aujourd'hui, on peut comprendre que véritablement, on devrait faire attention à notre environnement. Alors, j'aimerais on sort avec vous. L'impact les impacts, on peut en citer. Malheureusement, certains sont ponctuels. Je veux voir par exemple le contour quand vous longez la barrière du lycée de Deidou, il y a quelques années, c'était terrible. Pour ceux qui empruntent des taxis pour aller du côté de Makepe, mais c'était terrible. Je pense que c'est à la faveur de ces journées que cet endroit a été assaini et on pense que on peut aussi remarquer cela du côté du lycée d'Aqua. C'est des endroits qui ont été plus ou moins assainis, sauf que c'est des trucs ponctuels. En réalité, on devrait viser toute la ville, tous les lieux qui ont exposé de façon ostentatoire cette insalubrité. Donc c'est de ce point de vue qu'on peut être un peu déçu que ça n'a pas une vocation, ça n'a pas un impact général sur déjà la beauté de la vie. Mais maintenant, sur un tout autre plan, il faut, comme nous avons vu en Centrafrique, la descente sur le terrain du président de la République, ça participe quand même de la sensibilisation. Donc, du point de vue de la sensibilisation, je pense que les autorités de la ville doivent le faire. Les populations, les autorités de la ville peuvent le faire, ils descendent sur le terrain, ils font ce qu'il y a. Les populations sont plus ou moins informées de ce que ils ont un rôle à jouer du point de vue de l'assainissement. Merci beaucoup, Germain Elongadjeka, ingénieur qualité, hygiène, santé, sécurité, environnement, universitaire, expert consultant et formateur. Merci également à vous, Eros Ekwala, spécialiste en management des projets, ingénierie du développement local, agro-environnementaliste. Nous allons remercier toutes ces équipes techniques et rédactionnelles qui ont travaillé autour du réalisateur du jour, Ayuk David. Et moi, je vous retrouve certainement mercredi prochain pour une autre édition de Regard sur les communes. Mais avant, trouvez ce programme en rediffusion le vendredi 21h, dimanche 18h et lundi 22h. Ça sera avec beaucoup de plaisir. À bientôt.